Psychologie et comportement commun dans l'ouest de la France. Alors je sais, j'ai déjà abordé cette notion, ce concept dans ma thèse, mais je veux y revenir, car il n'est pas facile à notre époque de définir dans les pays industrialisés, avec un minimum de précision, les caractères immatériels de telle ethnie conservée, d'un peuple à peu près unifié, plus encore d'une civilisation. La mondialisation des échanges, le brassage des populations, les immigrations progressives et souvent définitives dans des pays attractifs parce que plus riches, l'expansionnisme du modèle économique occidental, les médias, particulièrement la télévision et Internet, modifient en apparence les mentalités, diffusent des manières de vivre et de penser radicalement différentes de celles des générations précédentes. Aujourd'hui, le commun des mortels refuse souvent de se reconnaître dans un type de caractère psychologique, de comportement particulier, voire d'habitude alimentaire, ou de barbarisme de la langue locale, considérée comme vieillot, démodé. Et pourtant, tout observateur un peu perspicace arrive encore à percevoir une commune manière de se conduire, de penser, de voir la vie chez les membres des populations qu'il rencontre, preuve que les sociétés restent beaucoup plus ancrées qu'on ne le pense généralement dans leurs traditions, leurs coutumes, leur mentalité. Les individus les plus influents, qui ne sont pas forcément les plus riches ou les plus en vue socialement, continuent d'y inculquer insidieusement à tout nouveau venu désirant s'intégrer leur propre structure mentale, leur propre imaginaire, leurs propres idéaux et même leur propre langage. Il suffit de constater comment un étranger prend l'accent du Midi après quelques années passées dans le sud de la France. Quant à la Bretagne, on n'y connaît guère d'immigrés qui n'y deviennent aussi amoureux du pays, aussi chauvins, disent quelques médisants, que n'importe quel breton de souche ou de naissance pour en vanter les paysages, les valeurs humaines, le folklore. Le succès du film de l'humoriste Danny Boone, alias Daniel Amidou, Bienvenue chez les Ch'tis, montre en tout cas l'attachement que les Français, quelle que soit leur province d'origine, conservent à l'égard de leurs us et coutumes locaux, de leur langue régionale, de leur particularisme. L'homme nouveau de l'époque des Lumières, celui que l'historien Robert Muchenblede appelle l'homme honnête du XVIIe siècle ou l'homme éclairé du XVIIIe. Tout comme le bon citoyen républicain voulu par les révolutionnaires de 1789 et formaté en masse par les instituteurs hussards de la Troisième République, n'existe que par l'utopie de quelques gouvernants radicaux. Car l'humain est l'animal domestique qui accepte le moins bien son dressage. Quand il consent enfin à obéir, ce n'est jamais comme le voudraient ses dresseurs. Et surtout, on finit par se demander qui du dompteur ou du dompté a vraiment plié devant l'autre. Le mot dressage n'est pas excessif. Il ne fait pas ici allusion au servage ou à l'esclavage colonial, mais au dressage des élites d'ancien régime, selon la description qu'en donne Robert Muchenblede dans son livre « Société, culture et mentalité dans la France moderne, XVIIe et XVIIIe siècle ». L'historien y montre
comment Louis XIV impose aux seigneurs de sa cour, cette élite qui le courtise, sa vision de la bienséance, sa définition de la culture, sa notion de la foi catholique, revue et corrigée par le Concile de Trente au siècle précédent. Mais le milieu populaire se rirait bien des mignardises des courtisans de Versailles qu'il ne rencontrera sans doute jamais. D'autant plus que ces seigneurs à lui, ceux qu'il côtoie encore dans les provinces, gardent le plus souvent leurs habitudes, leurs manières locales, pour certains même leur bonhomie, que les grands du royaume considèrent comme de la rusticité, une absence de raffinement. Peut-être quelques-uns parmi eux ont-ils appris des gestes de la nouvelle civilité, de cette urbanité versaillaise, gestes qu'ils font maladroitement lorsqu'ils montent à Paris. Et puisque j'ai fait référence au film récent de Danny Boone, comment ne pas parler de celui de Édouard Molinaro, sorti en 1969, Mon oncle Benjamin, chronique satirique de l'Ancien Régime, montrant un Bernard Blier marquis, humilié par Benjamin, Jacques Brel, médecin des pauvres, aimé des gueux et vantant la culture populaire. Benjamin a choisi son camp. Il rejette la culture des élites, celle des nobles inféodés au roi et des bourgeois ridicules cherchant à leur ressembler, le bourgeois gentilhomme. Ce bourgeois se voulant gentilhomme, apprenant à saluer, à danser, à parler comme le monsieur Jourdain de Molière, ne se rencontre qu'à Paris. Les peuples provinciaux de France sont fondamentalement différents de ces stéréotypes parisiens. Ils le sont d'autant plus qu'ils s'en trouvent éloignés par une culture ancestrale très présente. Comme dans les provinces de l'Ouest, cette armorique presque étrangère, quasi impénétrable, où des Celtes résistants se sont regroupés, particulièrement en Bretagne, à partir du Ve siècle, repoussés par les anglo-saxons du nord-ouest, puis par les francs de l'est. Cette culture ancestrale ne provient-elle pas indubitablement en grande partie de la civilisation gauloise? De quelle autre civilisation pourrait-elle provenir, malgré la distance historique de nombreux siècles? Il n'est donc pas étonnant que l'on rencontre chez les habitants de cette région des caractères culturels ancestraux particuliers bien ancrés. L'historien Robert Muchenbled, dont j'ai déjà parlé, livre un extrait de Pierre Goubert et Daniel Roche intitulé « Les survivances culturelles de l'Ancien Régime », dénonçant sans détour le centralisme culturel français en 1984. Et voilà ce qu'il écrit: « Dans le domaine de la culture, combien de traits anciens perdurent jusqu'à nos jours? Et d'abord, la tyrannie parisienne. Les gros messieurs de Paris dictent aux provinces et aux provinciaux les normes du bien-dire et du bien-faire. Il n'est pas jusqu'aux actuels académiciens de province qui ne reconnaissent, sans toujours l'admettre, ces orientations du goût et de la mode, et l'on sait combien il est difficile d'y échapper. La noria des talents, que Colbert et ses commis avaient fortement accélérée, continue de conduire vers Paris ses lumières, ses salons, ses éditeurs, voire ses universités, les fils des régions contentent enfin aujourd'hui de faire renaître. La marque d'une centralisation distinctive élaborée pendant 2 siècles et accentuée par les régimes divers et nouveaux qui présidèrent au destin des Français depuis 1789, continue de donner à notre pays une originalité à nul autre pareille en Europe. Il suffit de regarder l'Italie et ses multiples capitales culturelles,
l'Angleterre, la Suisse et ses cantons, l'Allemagne et ses Länders. Le fédéralisme culturel agonise sous l'Ancien Régime, il meurt sous la Révolution. » Fin de citation. Je pense pourtant que l'idée de fédéralisme n'est pas morte dans la tête de tous les Français aujourd'hui, et c'est un peu le sens de ma recherche doctorale. Les Celtes détestant le centralisme étatique dont ils ont été si souvent victimes, régime que la monarchie française tente d'installer dès la fin du XVIIe siècle, lui opposent, quand ils le peuvent, une certaine autonomie provinciale. Si Goubert et Roche, la citation précédente, écrivent que le fédéralisme culturel agonise sous l'Ancien Régime, c'est bien que ce concept existe encore. Mais à quoi correspond-il en France? À l'époque, on peut à peine y parler de multiculturalisme et d'interculturalité. Chaque grande région se distingue très nettement de celle d'à côté par des us et des coutumes spécifiques, par des croyances particulières, par une langue distincte. Même l'expression fédéralisme politique, au sens où on l'entend de nos jours, apparaît anachronique pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Qui peut penser en ces termes en France, même le 14 juillet 1790, quand une certaine élite parisienne décide de canaliser les fédérations régionales des gardes nationaux en organisant la fête nationale de la fédération pour célébrer la mise en place de la monarchie constitutionnelle par Louis XVI. Assimile-t-elle la fin de la monarchie absolue à un changement de régime plus respectueux des provinciaux, donc à l'instauration du fédéralisme? Les Français de l'époque ont-ils le grand désir de vivre ensemble dans le respect des différences régionales? C'est peu probable. Les milieux populaires se sentent surtout très différents des gouvernants et même des milieux culturels et marchands de Paris. Si quelques nobles locaux ont pu changer de culture, s'étant laissés dresser par la monarchie absolue, le peuple, la populace comme il l'appelle, n'a rien modifié de ses croyances, de ses traditions, de son imaginaire, de ses liens sociaux qui perdurent depuis des siècles. C'est cela que je rattache, pour les populations de l'Ouest, aux manifestations d'une certaine culture celtique. On a tort de croire que le sentiment d'appartenance française est très ancien pour la plupart des provinces constituant aujourd'hui l'Hexagone. Le nom même de France ne peut être accordé à un territoire défini et aux populations qui l'occupent qu'à partir du XVe siècle, et avec beaucoup de réserves concernant certaines provinces réputées étrangères jusqu'à la Révolution. En 1664, je répète, en 1664, les provinces réputées étrangères jusqu'à la Révolution sont la Bretagne, la Saintonge, la Marche, le Périgord, l'Auvergne, la Guyenne, la Gascogne, le Roussillon, le Languedoc, la Provence, le Dauphiné, la Flandre, l'Artois, le Hainaut, la Franche-Comté et le Lyonnais. Ces provinces votent leurs propres impôts, ont chacune une cour des comptes programmant leur utilisation et doivent approuver la part revenant au roi, ce qui fait l'objet de nombreux litiges et de fortes contestations, comme c'est le cas sous Louis XIV. Avant le XIVe siècle, beaucoup de provinces ne sont pas encore rattachées au royaume, notamment les puissantes Bourgogne et Bretagne, qui ne le seront que par des coups de force et des ingérences de Paris.
L'historien Joseph Riault écrit « La France du XIIe siècle n'avait pas encore une histoire nationale qui eut une audience nationale. Philippe Auguste, qui était né à Paris, était appelé par les jongleurs le roi de Paris, pas le roi de France. Jusqu'au début du XVe siècle, la moitié nord-ouest de l'actuel hexagone se trouve sous le contrôle des Anglais par les Plantagenets angevins. Devenu duc de Normandie en 1114 et roi d'Angleterre en 1154. À cette époque, le domaine royal français se limite pour l'essentiel au bassin parisien, avec des liens de vassalité mal assurés en Flandre, en Bourgogne et en Champagne, tandis que la suprématie anglaise avec les ducs de Normandie s'exerce de la Normandie au Grand-Duché d'Aquitaine et même au-delà vers le centre-est. Les Plantagenets, bien qu'ambitieux, ne se sont pas imposés essentiellement par la force. En 1152, ils règnent sur le Poitou et l'Aquitaine par le mariage du plus important d'entre eux, Henri II, avec Aliénor d'Aquitaine, ex-reine de France. Un an auparavant, Henri II a obtenu de son père le duché normand. Petit-fils du roi d'Angleterre, il hérite du trône britannique à la mort de son grand-père en 1154. Même le duc de Bretagne, Conan IV, plutôt anglophile, s'allie à lui contre l'esprit expansionniste des Francs. Le principal acte de guerre d'Henri II est d'assiéger Toulouse pour tenter de rallier le Languedoc, mais il se contentera d'en annexer le Quercy. Son prestige est considérable en Europe. Il perfectionne l'administration de son vaste royaume et s'entoure de conseillers flamands, normands, poitevins, anglais. Les populations de l'immense territoire sur lequel il règne ne deviennent pas culturellement anglaises. Elles restent normandes, mainoises, angevines, poitevines, tourangelles, guyanaises, gasconnes, limousines, auvergnates. Mais elles n'ignorent pas qu'un Plantagenet, duc de Normandie, est désormais roi d'Angleterre. Ces populations ne se sentent pas non plus françaises. Pour le laboureur, l'artisan, le paroissien, la question d'appartenance française ou anglaise ne se pose même pas. Au siècle suivant, le nouveau roi de France, Philippe Auguste, procède bien par des conquêtes guerrières. Normandie, Maine, Anjou. N'arrivant pas cependant à faire accepter ses volontés hégémoniques à des territoires qualifiés de fiefs mouvants de la couronne. C'est Paris qui a dû inventer ça. Curieuse appellation de provinces encore très indépendantes qui ne se disent certainement pas françaises à l'époque. L'autorité du roi des Francs, qui ne commence à se faire nommer Rex Franci qu'en 1204, se limite encore à celle qu'autorise le lien de vassalité et ne porte donc que sur les seigneurs eux-mêmes, à l'exclusion de leur territoire, de la population de ceux-ci et même des propres vassaux de ces seigneurs, affirme Joseph Riault. Alors si le roi lui-même ne peut revendiquer l'appartenance à son royaume des domaines de ses vassaux, comment les populations qui les habitent pourraient-elles avoir conscience de leur francité? Jusqu'en 1453, date à laquelle les Anglais sont chassés du continent, ne conservant que Calais à la fin de la guerre de Cent Ans, la notion de France en tant qu'État et territoire reste très aléatoire et limitée. D'ailleurs, durant ce long conflit continental entre Plantagenets et Capétiens, les premiers se disant rois légitimes d'Angleterre et de France,
les seconds rois de France de droit divin, hein, la monarchie française a véritablement failli sombrer. En 1420, le traité de Troyes prévoyait que Charles VI, le roi de France, déshérite son fils au profit d'Henri V, le roi d'Angleterre. Toutes les provinces de l'Ouest demeurent donc sous la tutelle et l'influence anglo-normande pendant près de 3 siècles. On ne peut pas parler de France hexagonale. Parmi ces provinces, seule la Bretagne peut véritablement être considérée comme un pays indépendant. La Normandie ayant été conquise par Philippe Auguste en 1204, le Poitou ayant été réuni au domaine royal en 1316, cela ne signifie évidemment pas que les Poitevins, comme les Normands et les Angevins, ont dès le XIVe siècle le sentiment d'appartenir à la France et qu'ils ont souhaité ce rattachement. Bien au contraire, puisque les historiens précisent que l'annexion du Poitou s'est faite malgré la rébellion des seigneurs poitevins. D'ailleurs, près de 200 ans après, les habitants de Poitiers, apprenant que Charles VIII gardait rancune aux Parisiens qui lui avaient refusé un subside, voulurent en profiter pour ravoir leur parlement qu'ils regrettaient toujours. Et en 1496, ils envoyèrent une députation au roi qui se trouvait à Lyon. Bien entendu, cette revendication d'autonomie du Poitou restera sans suite, mais elle montre bien que, même parmi les élites poitevines, le sentiment d'appartenance française n'existe toujours pas et que les populations n'ont qu'un souhait, revenir à la situation antérieure lorsqu'elles géraient elles-mêmes leurs affaires dans leurs parlements régionaux. À l'évidence, le temps n'y changera rien puisque les pays du Grand Ouest montreront à la fin du XVIIIe siècle, face aux excès des révolutionnaires parisiens, que la rébellion contre la France est toujours présente dans l'esprit de leurs habitants. Cette attitude de défiance, cet entêtement à résister plus qu'ailleurs au centralisme étatique, ne peuvent s'expliquer que par la prégnance du caractère celte, issu des Pictones pour les Poitevins, de la Confédération armoricaine pour les Bretons et les Normands, à l'époque gallo-romaine. Ce sont là des caractères de civilisation qui se maintiennent depuis la nuit des temps. Car, comme l'a répété Fernand Braudel, les civilisations ne meurent pas. De même que dans l'espace, elles transgressent les limites des sociétés précises, qui baignent ainsi dans un monde régulièrement plus vaste qu'elles-mêmes et en reçoivent, sans toujours en être conscientes, une impulsion, des impulsions particulières. De même s'affirme dans leur temps, à leur bénéfice, un dépassement que Toynbee a bien noté et qui leur transmet d'étranges héritages, incompréhensibles pour qui se contente d'observer, de connaître le présent au sens le plus étroit. C'est une citation du plus célèbre des historiens des civilisations, Fernand Braudel. Il n'est pas rare que l'affirmation du maintien actuel de la civilisation celtique soit contestée par ceux-là même qui pourraient le plus en revendiquer l'héritage. Certains Bretons, entre autres, même des ruraux. Un observateur extérieur, un peu perspicace et sans a priori à l'égard du celtisme, constatera facilement que ces gens-là ont pourtant bien des atavismes locaux très différents des autres Français et caractéristiques du tempérament celte. Ils soutiendront le contraire. Effet de mode, crainte de passer pour un arriéré ou un réactionnaire ou de se voir accusé de séparatisme. Reconnaissons que le pouvoir central a souvent suscité la négation d'une identité régionale dans les anciennes provinces et actuellement, plus encore grâce aux médias. Le débat sur l'identité en France se résume désormais au seul problème d'intégration des minorités issues des immigrations récentes, maghrébines notamment, sur le territoire métropolitain,
et ne s'ouvre jamais à la question de la non-reconnaissance des différentes cultures et langues régionales, sous prétexte que celles-ci seraient très minoritaires pour les unes ou auraient plus ou moins disparu pour les autres. C'est oublier la force de résistance des mentalités ancestrales, particulièrement de celles des anciens Celtes armoricains. L'historien Jules Michelet, au XIXe siècle, fait la démonstration dans son Histoire de France, dès le début du XIXe siècle, que l'unité soi-disant ancestrale de la nation française n'a rien d'historique. Il loue, non sans raison, le peuplement originel celtique de l'Hexagone et apporte les preuves du caractère psychologique particulier des Celtes. Et voici ce qu'il écrit. Le caractère commun de toute la race gallique, dit Strabon, d'après le philosophe Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle de guerre, prompte et sans malignité. Si on les irrite, ils marchent ensemble, droit à l'ennemi, et l'attaquent de front sans s'informer d'autre chose. Aussi, par la ruse, on en vient aisément à bout. Toutefois, par la persuasion, ils se laissent amener sans peine aux choses utiles. Ils sont susceptibles de culture et d'instruction littéraire. Forts de leur haute taille et de leur nombre, ils s'assemblent aisément en grande foule, simples qu'ils sont et spontanés, prenant volontiers en main la cause de celui qu'on opprime. Alors cette citation, c'est une citation de Jules Michelet qui cite Strabon, à l'époque romaine. Et bien dans cette description se trouvent réunis les principaux traits du tempérament celtique, négatif comme positif, susceptibilité et promptitude à la bagarre, mais sans calcul, rassemblement rapide en grand nombre, mais sans préparation, attaque trop franche à la limite de la naïveté, mais surtout soif de culture et de justice, défense de l'opprimé. Face à cela, se dresse l'état d'esprit militaire et administratif de Rome, froid, rusé. L'ordre, l'unité ont été, ce me semble, obtenus par les Romains puis par Charlemagne. Mais pourquoi cet ordre a-t-il été si peu durable? C'est qu'il était tout matériel, tout extérieur. C'est qu'il cachait le désordre profond, la discorde obstinée d'éléments hétérogènes qui se trouvaient unis par la force. Diversité des races, de langues et d'esprit, défaut de communication, ignorance mutuelle, antipathie instinctive, voilà ce que cachait cette magnifique et trompeuse unité de l'administration romaine, plus ou moins reproduite par Charlemagne. C'est Michelet qui écrit ça. Michelet a compris très tôt que la France de l'époque moderne n'est que le reflet de ce patchwork médiéval et que la construction d'une nation française unifiée par la force ne sera qu'artificielle, alors que cela aurait pu se faire depuis des siècles par consentement populaire. Il déclare avec sagesse « L'unité matérielle est un non-sens. En politique, c'est une tyrannie. L'esprit seul a le droit d'unir. Seul il comprend, il embrasse, et pour tout dire, il aime, en marquant d'une manière précise le caractère original des provinces. Chacune d'elles obéit dans son développement historique à l'influence diverse de sol et de climat. La simple géographie est une histoire. Il a ressenti, Michelet, la résistance du druidisme au fond des campagnes de la Gaule devenue romaine. Il écrit « Cependant le druidisme résista longtemps à l'influence romaine. Là se réfugia la nationalité des Gaules. La lutte du druidisme ne put être étrangère au soulèvement des Gaules sous Tibère. » Michelet a constaté la pseudo-intégration des Gaulois à la culture latine. Au 1er siècle de l'Empire, écrit-il, la Gaule avait fait des empereurs. Au second, elle avait fourni des empereurs gaulois.
Au troisième, elle essaya de se séparer de l'empire qui s'écroulait, de fonder un empire gallo-romain. Il a observé encore que l'empire romain n'était qu'une horrible hégémonie, qui en fait de civilisation a apporté aux Gaulois la décadence et l'esclavage. Il écrit « Le mal réel qui minait l'empire ne tenait ni au gouvernement ni à l'administration. Ce mal était l'esclavage. J'ai déjà indiqué dans mon histoire romaine comment la classe des petits cultivateurs ayant peu à peu disparu, les grands propriétaires qui leur succédèrent y suppléèrent par des esclaves. Ces esclaves s'usaient rapidement par la rigueur des travaux qu'on leur imposait. Ils disparurent bientôt à leur tour. » Michelet soutient que les dogmes de la religion celtique ont continué à se transmettre, correspondant toujours à des croyances populaires profondément ancrées qui influencent durablement le christianisme naissant. Il écrit « Le druidisme proscrit s'était réfugié dans les campagnes, dans le peuple, la langue et la religion nationale n'avaient donc pas péri. Elle dormait silencieusement sous la culture romaine en attendant le christianisme. La place du druidisme était chaude encore. Ce n'était pas chose nouvelle en Gaule que la croyance en l'immortalité de l'âme. » Eh oui, seuls les Celtes croyaient à l'immortalité de l'âme. Michelet refuse donc de suivre les historiens qui affirment que la civilisation celtique est morte et enterrée au Moyen-Âge. Apparemment, écrit-il, ces grands peuples celtiques dont parle tant l'Antiquité, c'était une race si abandonnée, si déshéritée de la nature, qu'elle aurait disparu sans laisser de traces. Cette Gaule qui arma 500 000 hommes contre César, et qui paraît encore si peuplée sous l'Empire, a-t-elle disparu tout entière, fondue par le mélange de quelques légions romaines ou des bandes de Clovis ? Et il enfonce le clou à propos de la langue française, qui selon la plupart des linguistes serait héritière uniquement du latin. C'est encore une opinion populaire que notre langue est toute latine. N'y a-t-il pas ici pourtant une étrange exagération ? Il leur offre un argument imparable. Quant à la masse du peuple, je parle surtout des Gaulois du Nord, il est difficile de supposer que les Romains aient envahi la Gaule en assez grand nombre pour lui faire abandonner l'idiome national. Aux Français qui pensent que le roman n'est autre que du roman vulgaire, aux Français qui pensent que le roman n'est autre que du latin vulgaire, parlé en Gaule à la fin de l'Empire romain, il oppose simplement que Charlemagne, 300 ans plus tard, ne parle ni latin ni roman, et qu'il s'habille comme un Germain. Il écrit, Michelet, « Il parlait presque toujours l'allemand, il voulut même, comme Chilpéric, faire une grammaire de cette langue, et fit recueillir les vieux chants nationaux de l'Allemagne. Le costume germanique fut toujours celui de Charlemagne. » Curieux comme français. Enfin, il fait remarquer qu'à cette époque, ce sont bien les territoires de l'ouest de la France actuelle qui revendiquent leur indépendance par rapport à un empire franc carolingien qui n'a d'empire que le nom. Mais la grande lutte est à l'ouest, écrit-il, vers la Normandie et la Bretagne. Là débarquent annuellement les hommes du Nord. Le Breton nommé Noé se met à la tête du peuple, bat Charles le Chauve, bat les Normands, défend contre tour l'indépendance de l'église bretonne. Après lui, les Normands reviennent en plus grand nombre. Le pays n'est plus qu'un désert. L'un de ses successeurs, l'héroïque Alan Barbetorte, parvient à leur reprendre Nantes. Cette fois, le pays est délivré. Les Normands, les Allemands, appelés par le roi contre la Bretagne, sont repoussés également. Alan assemble pour la première fois les États du comté et ce roi finit par reconnaître que tout serf réfugié en Bretagne devient par cela seul homme libre. Au passage, remarquons que l'abolition du servage est une réalité très ancienne en Bretagne et que des serfs
maltraités en pays franc, viennent se réfugier en pays breton. Au IXe siècle, la Bretagne a donc inventé la liberté gratuite sans condition. L'affranchissement légal et automatique chez elle, en quelque sorte, l'abolition de la condition d'esclave par la simple présence sur son sol. Cette mesure a sûrement eu, dès cette époque, un rôle essentiel dans la naissance d'un profond sentiment d'appartenance bretonne et dans l'attrait que la Bretagne, pays ayant conservé plus qu'ailleurs les valeurs de la civilisation celtique, exercera auprès des populations voisines. Cela ne veut pas dire que l'identification d'un individu à une région particulière soit intrinsèquement liée au sol où il habite. Elle dépend plus des relations qu'il a avec ses concitoyens et de l'image qu'il se fait de l'humanité qui l'entoure, même si l'environnement naturel joue un rôle essentiel dans le lien social. Suffit-il d'être né en Bretagne ou de parents bretons pour pouvoir revendiquer ses propres racines celtiques? Au lieu des droits du sol ou du sang, si souvent avancés par les États occidentaux dans l'existence d'une nation, ne devrait-on pas parler plutôt des droits culturels collectifs qui constituent le creuset de son identité? C'est pourquoi je préfère le terme de civilisation à celui de nation, en évoquant les caractères celtiques d'une population donnée à l'époque moderne. Le mot nation reste attaché à des idéaux politiques plus récents qui ont provoqué une terrible ingérence en Afrique, en Asie, en Polynésie au XIXe siècle, de graves fautes de gouvernance sur des peuples colonisés, travail forcé, et des guerres de décolonisation meurtrières.